Et c'est là-dessus que je vais retrouver notre panel de journalistes, Althia et Conrad. Et c'est Catherine Lévesque de la presse canadienne qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, d'abord, je veux vous entendre sur cette réforme de la loi 101 qui a été déposée ce matin à l'Assemblée nationale au Québec. Conrad, je vais commencer par vous. Je me demandais quelles sont, selon vous, les conséquences politiques de cette réforme au Québec. Est-ce que François Legault vient de marquer des points auprès de l'électorat au Québec? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, honnêtement, je pense que c'est trop tôt pour le savoir parce que la réaction de ceux qui militent pour la protection de la langue française a été assez mitigée. Et quand M. Jolin Barrette avait promis des mesures très musclées, il a créé énormément d'attentes. Et quant à moi, il n'a pas rencontré ces attentes. Je trouve que les mesures ne vont pas aussi loin que j'aurais pensé. Et que si c'est sûr que ce qui a été annoncé aujourd'hui ne fait rien pour arrêter le recul du français au Québec. Là, ça aurait pris effectivement des mesures beaucoup plus musclées par rapport au transfert linguistique des allophones vers le français contrairement à l'anglais. Et ça aurait pris une application de la loi 101 au cégep. Et à ce point, donc, si l'objectif de l'exercice était d'arrêter le déclin du français au Québec, il n'y a rien dans cette loi qui va dans ce sens-là. Bon. Mais est-ce que ça va quand même reconforter certaines personnes dans leur droit linguistique de travailler en français? Oui, peut-être. Mais je trouve que politiquement, c'est trop tôt pour savoir si ça va aider le gouvernement ou plutôt l'opposition a du stock pour le critiquer. OK. Donc, ça va être à suivre. Catherine, maintenant, je voudrais vous entendre sur la réaction possible d'Ottawa parce qu'on a vu le chef du Bloc québécois demander l'appui unanime du gouvernement Trudeau sur cette réforme. Est-ce qu'on va assister à un affrontement entre Ottawa et Québec dans ce dossier-là? Bon, on dit que le ministre Jolin Barrette a fait parvenir un exemplaire de sa réforme hier soir à la ministre Joly avant de la dévoiler. Bon, est-ce que ça pourrait laisser la place à une collaboration, sous-entendre une collaboration à venir? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est une espèce de jeu de ping-pong, si on veut, parce que là, il y a Mélanie Joly qui avait déposé son livre blanc il y a quelques semaines. Par la suite, là, on voit ce document, cette réforme là, quand même assez très ambitieuse là, du ministre Simon Jolin Barrette. Mais là, la prochaine étape, là, ce qu'on va voir à Ottawa, c'est que Mélanie Joly devrait déposer à son tour un projet de loi justement sur la langue française à Ottawa. Il ne faut pas oublier qu'à Québec aussi, là, Conrad en parlait, mais il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette loi-là. Et puis les consultations, là, vraiment, là, on va se pencher sur le détail du côté de Québec à l'automne. Alors, je ne crois pas que pour l'instant, on va voir une confrontation. Pour l'instant, ce qu'on a vu, là, la réaction de Mélanie Joly a été, disons, très tempérée. Elle est restée très prudente. Elle a dit, écoutez, je vais me pencher sur ces quelques 200 articles. On va voir. Et puis, effectivement, j'ai entendu la même chose que vous, c'est-à-dire que ils ont été en collaboration, les deux ministères, le temps à Québec, à Ottawa, ont été en collaboration. À un petit détail, là, il y a eu une petite surprise. Je pense que c'est justement le fait que Québec veuille inscrire le Québec francophone dans la Constitution. Ça, je pense que du côté là, du cabinet de Mme Joly, on ne l'a pas vu venir. Mais encore une fois, là, c'est un débat peut-être qui va être plus à long terme. Là. Je ne pense pas que dans l'immédiat, on va voir nécessairement une chicane Québec-Ottawa. Bon, parce que Althia, c'est l'autre question qu'on se pose parce que le gouvernement du Québec veut modifier la Constitution canadienne. On se demande comment le Canada anglais va réagir à ça, à ce projet de loi. Quelle va être la réaction selon vous? On peut s'attendre à quoi? On dirait déjà que c'est un petit peu mix. Il y en a qui vont pas vouloir même en discuter. C'est pas de leurs affaires. On a d'autres choses à discuter, à s'attaquer, la pandémie, entre autres. Mais on dirait même que le premier ministre Legault s'attendait qu'il y aurait des questions des autres premiers ministres. Il nous a dit ce matin qu'il va écrire une lettre à tous les premiers ministres, incluant au premier ministre Justin Trudeau, pour lui expliquer ce qu'il entend faire. Bon, si on lit la Constitution, la province, alors les provinces, individuellement, elles ont le droit de changer leur propre Constitution. Mais là, on va un petit peu plus loin parce que on attaque le caractère linguistique, on l'attache dans cette partie-là. Est-ce que Ottawa va vouloir dire que non, le Québec peut pas faire ça?
j'imagine que en direction d'une potentielle élection, ce serait pas un enjeu que Mme Joly ou que le premier ministre Trudeau aimerait attaquer. Alors, je pense que ça va pas faire autant de vagues que ça. L'autre question aussi, c'est au sujet de la clause non-obstant. Est-ce que Ottawa donnerait le droit aux gens d'utiliser le programme qui de contestation donne des fonds judiciaire? Exactement aux gens qui veulent contester cette clause-là? Madame Joly ne s'est pas prononcée là-dessus. Alors, ça clôt toute la question de la réforme de la loi 101. Je veux maintenant vous entendre sur le deuxième sujet de la journée. C'est l'affaire We Charity. Justin Trudeau, finalement, qui n'était pas en conflit d'intérêts, contrairement à son ancien ministre des Finances, Bill Morneau, selon le commissaire à l'éthique, au terme de son examen. Ça a été donc dévoilé aujourd'hui. Catherine, qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision-là? En fait, je pense que c'était la journée parfaite pour le gouvernement Trudeau pour que ce rapport paraisse, parce qu'il y avait là, tellement de nouvelles aujourd'hui. Là, vraiment, c'était, je pense, le cocktail idéal là, pour les libéraux. Certainement, donc je pense que c'est pas tellement étonnant. Quand même, là, le commissaire Dion a parlé d'apparence de conflit d'intérêts, et puis une apparence de conflit d'intérêts, a-t-il insisté. Ça ne brise pas la loi. Donc, M. Trudeau n'est pas venu violer la loi. Et puis, finalement, tous les faits, on les connaissait déjà. Hein. Donc, on est revenu sur la famille de M. Trudeau là, qui a eu ses contrats avec We Charity. Bref, il n'y avait pas grand-chose de neuf de ce côté-là. Monsieur Morneau, qui lui a été blâmé pour sa part, mais entre vous et moi, je ne pense pas que ça change grand-chose. Monsieur Morneau, il a déjà reconnu ses torts. Il n'est plus au cabinet depuis plusieurs mois. Mm-hmm. C'est de l'histoire ancienne. Donc, je pense que vraiment, de ce côté-là, je pense que le dossier est à peu près clos. Bon, Altia, justement, est-ce que c'est la fin vraiment de l'enquête sur We Charity ou si ça pourrait revenir hanter les libéraux dans d'autres comités aux communes? Ben, je pense que le fait que le rapport s'appelle Trudeau numéro 3, ça va venir hanter le premier ministre durant une campagne électorale, dans le sens que le premier ministre ne semble pas voir des conflits ou une apparence de conflit dans l'exercice de son devoir et de ses fonctions. Il admet maintenant, il a admis au comité l'été dernier qu'il aurait dû s'excuser, il n'aurait pas dû participer à cette rencontre-là du cabinet. Je pense que quand même, il y a des questions qui peuvent se poser au sujet de la nature du gouvernement libéral, des ministres qui font des faveurs, qui se montrent préférentielles pour leurs commettants, pour leurs amis. On a vu cette question-là hanter les libéraux quand même durant les contrats qui ont été reliés à la pandémie. C'est une histoire qui est très, très bien détaillée dans le rapport de M. Morneau. La manière dont lui, il dit qu'il n'est pas ami avec Craig Kielburger, mais que M. Dion, le commissaire, décide que non, en fait, oui, vous êtes des amis, puis que dans le passé, on a trop souvent pris une approche trop large, trop étroite, pour définir c'est quoi un ami, et puis qu'on devrait prendre, selon M. Dion, une approche plus large. Oui, peut-être que vous étiez des amis pas très, très proches, mais il est venu bruncher chez vous un dimanche, vous l'avez félicité sur son nouveau bébé, il y avait ton courriel personnel, vous êtes des amis, puis vous êtes allés, vous lui avez montré une préférence que vous n'avez pas montrée à d'autres compagnies. Puis ça, je pense que ça s'applique pour d'autres ministres et ça s'applique à d'autres enjeux aussi pour ce gouvernement fédéral-là. Conrad, pour conclure sur We Charity. Mais évidemment, je crois que politiquement, la question est morte et enterrée parce que elle a été blanchie. Mais cela dit, je trouve les conclusions du commissaire étonnantes parce que personne ne peut nier que M. Trudeau a tiré un bénéfice politique de son association avec We Charity pendant plusieurs années avant que ce contrat-là soit octroyé. Et que son association avec cet organisme-là a été mutuellement avantageux pour les deux parties. Et de là, c'est ça
Si c'est seulement une apparence de conflit d'intérêts, je trouve ça étonnant. Peut-être qu'elle n'a pas tiré un bénéfice économique, financier de cette association, mais évidemment, il a tiré un bénéfice politique. Bon, le temps file. Ça a été une dure semaine au chapitre de la COVID pour le vaccin d'AstraZeneca. J'aimerais vous entendre sur la décision donc de plusieurs provinces qui ont décidé de carrément arrêter d'administrer le vaccin d'AstraZeneca en première dose. Le Québec a même emboîté le pas aujourd'hui. Là, Catherine, est-ce qu'on doit s'attendre? En fait, le premier ministre Trudeau a continué à vanter, encourager les Canadiens à prendre le vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que M. Trudeau pourrait avoir un problème de communication, éventuellement? En fait, oui, ben je pense qu'en fait, c'est vraiment l'ensemble de la santé publique ici à Ottawa qui a un problème de communication parce qu'au final, tout ça part de ce cafouillage-là de communication du Comité national sur l'immunisation. On se souvient, la semaine dernière, ils ont fini par insister sur le fait que Pfizer et Moderna étaient des vaccins dits préférentiels, un message pas tout à fait nouveau, mais ils ont senti le besoin d'insister là-dessus, et ce, alors que, il y a des dizaines de milliers de Canadiens qui ont déjà reçu le vaccin, et la réaction, elle a été immédiate. On a vu les Canadiens qui ont été vaccinés avec AstraZeneca se demander s'ils ont eu un vaccin à rabais. Donc, beaucoup de Canadiens très fâchés aujourd'hui. Et là, toute la question se pose sur la deuxième dose. Donc, je pense que oui, vraiment, ça vient affecter nécessairement le gouvernement Trudeau, mais je pense que vraiment le cœur du problème, c'est un problème de communication du côté de la santé publique. Et de ce côté-là, je pense que, M. Arruda à Québec a eu un coach en communication, là, si on veut. Je pense que ce serait une bonne idée peut-être que du côté fédéral, on se penche là-dessus parce qu'actuellement, il contribue à l'hésitation vaccinale, malheureusement. Et ça, même si on sait très bien qu'AstraZeneca, c'est un vaccin sécuritaire, c'est un vaccin qui a permis à la Grande-Bretagne, notamment, de se sortir de la troisième vague. C'est aussi, l'exemple qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en temps de pandémie, les manchettes qui peuvent survenir. Ça m'amène à vous parler de la motion du Bloc québécois qui demande aux députés de voter contre la tenue d'élections pendant la pandémie. Le gouvernement Trudeau répète depuis des semaines qu'il ne veut pas d'élections en temps de pandémie. Althia, quelle est la stratégie du Bloc québécois avec cette motion? Ils veulent essayer de prévenir le gouvernement libéral de déclencher des élections. Ils sont en train de débattre un projet de loi qui mettrait des paramètres pour avoir une élection durant un temps de pandémie. Alors, on aurait des jours d'extra pour aller voter. On pourrait voter par la poste. Plein de différentes matières. Il y a plusieurs députés qui sont craintifs que ces mesures-là deviennent des mesures permanentes. Mais ça, je pense que c'est un enjeu secondaire. À l'instant même, les partis d'opposition disent qu'ils ne veulent pas que le gouvernement libéral déclenche les élections. On sait que les sondages démontrent que les libéraux pourraient probablement avoir un gouvernement majoritaire si une élection avait lieu tout de suite. Mais même si la motion elle passe, ça ne veut pas dire que le gouvernement libéral va être arrêté. On va pas pouvoir empêcher Justin Trudeau de marcher chez le juge en chef de la Cour suprême puis de demander en fait que le Parlement arrête de siéger puis qu'il y ait des élections. Ouais. Mais c'est un bel effort. Conrad, le mot de la fin là-dessus, parce qu'il y a plusieurs gens qui se posent la question, est-ce que ce serait vraiment raisonnable pour le gouvernement d'aller en élection en pleine pandémie? Mais on n'ira pas en élection d'ici le 30 juin et je pense que le gouvernement fait le pari qu'on serait plus avancé dans la vaccination après ça et que tout est sur la table. Et la motion du Bloc, tout ce que ça démontre, évidemment, c'est que le Bloc a peur, que le Bloc a fait le plein en 2019 et que les libéraux sont très, 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 très focusés sur le Québec actuellement. Et c'est pour ça que vous n'allez pas entendre le gouvernement de Trudeau critiquer les mesures de François Legault sur la loi 101 ils vont aller de l'avant avec le projet de loi C-10, même si la crédibilité du ministre Stephen Guilbeault est très, très, très endommagée dans le reste du Canada par rapport à la gestion de ce dossier. Ouais. Mais le milieu culturel québécois est derrière ce projet de loi et les libéraux, et c'est pour ça que le Bloc veut vraiment
vraiment pas aller en élection parce que ce projet de loi renforce le brand libéral au Québec énormément. Conrad Altia et Catherine Lévesque avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci.